À 67 ans, après 4 décennies passées à travailler comme couturière à domicile dans mon petit pavillon de Vaux-en-Velin, en banlieue lyonnaise, je n'aurais jamais imaginé entendre un jour ma belle-fille, Chloé, se réjouir de mon absence au mariage de mon fils Étienne, comme si ma présence était une malédiction qu'elle avait enfin réussi à esquiver. Ce samedi matin-là, je m'étais réveillée avant le lever du soleil, comme je le faisais chaque jour, depuis que mon mari Charles nous avait quittés il y a 15 ans. J'avais soigneusement repassé ma plus belle robe bleu marine, celle que j'avais achetée spécialement pour cette occasion, après avoir économisé pendant 3 longs mois. C'était le mariage d'Étienne, mon unique enfant, ce garçon que j'avais élevé seul après que Charles soit mort dans un accident de chantier, alors que nous avions à peine 35 ans. J'avais coiffé mes cheveux grisonnants avec un soin particulier, mis les boucles d'oreilles en perles de ma mère et vérifié pour la 5e fois le cadeau que j'avais préparé. C'était une parure complète de drap brodé à la main qui m'avait demandé 2 mois de travail, chaque soir, après avoir terminé mes commandes de couture de la journée. Les ennuis ont commencé au moment où j'ai quitté ma maison en direction de l'église Saint-Martin, dans le centre-ville. Une canalisation d'eau principale de la rue du Trèfle avait éclaté pendant la nuit, inondant complètement l'avenue principale. Les pompiers avaient bloqué 3 pâtés de maisons, forçant toute la circulation à emprunter des petites rues que je n'avais jamais naviguées auparavant. Ma voisine Delphine m'a crié de sa fenêtre. « Hélène, tu ne peux pas passer par là. Tout est bloqué depuis 5 heures du matin. » J'ai dû marcher 15 longues rues avec mes talons hauts, jusqu'à ce que je trouve un taxi acceptant de faire le grand détour par la périphérie de la ville. Le temps que j'arrive à Saint-Martin, la cérémonie était déjà terminée. Mon cœur s'est serré. J'avais manqué le moment le plus important de la vie de mon fils. J'ai cherché l'entrée principale de la salle de réception, qui était marquée par des arches de fleurs, mais je me suis perdue sur le parking et j'ai fini par me diriger vers l'arrière du bâtiment, où se trouvait un petit jardin avec des bancs pour que les demoiselles d'honneur puissent se reposer entre les photos. C'est là que j'ai entendu la voix inimitable de Chloé, ma belle-fille, qui parlait à ses amies, Karine et Camille. Dieu merci, elle a raté toute la cérémonie. Vous la connaissez? Toujours avec ses histoires tristes, à raconter combien ça a été dur d'élever Étienne seule, à rappeler à tout le monde qu'elle n'a pas d'argent. C'est mieux qu'elle n'arrive que maintenant. Karine a ri et a ajouté « Oh, les belles-mères sont comme ça, toujours à jouer les victimes. Ma mère dit que c'est typique de ces vieilles dames qui n'ont rien d'autre à faire que de mettre leur nez dans la vie de leurs enfants. » Camille a terminé la pensée. En plus, tu imagines si elle était venue avec sa vieille tenue? Ça se voit qu'elle ne sait pas s'habiller pour les occasions élégantes. C'est mieux comme ça, non? Pas de drame de la pauvre belle-mère. Les 3 ont éclaté de rire pendant que je restais figée derrière un bougainvillier, sentant leurs mots me percer la poitrine comme une décharge électrique glaciale. Vieille tenue. Cette robe m'avait coûté l'équivalent d'1 semaine de travail. Histoire triste. Je ne leur parlais de ma vie que lorsqu'elles me posèrent des questions, en essayant d'être honnête sur ma situation sans paraître plaintive. Le drame de la pauvre belle-mère. Pendant 2 ans, j'avais aidé financièrement Étienne et Chloé pour l'apport de leur appartement, leur donnant petit à petit mes économies chaque mois, jusqu'à ce qu'ils aient les 8 000 € dont ils avaient besoin. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai lissé ma robe, vérifié mon maquillage dans le miroir de mon sac à main, et je suis entrée dans la salle de bal par la porte principale avec un sourire calme. « Hélène, Dieu merci, tu as réussi à venir !» a crié Étienne en me voyant, courant pour me prendre dans ses bras. « Maman, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de terrible. » Je l'ai serré fort, humant l'odeur de son nouveau parfum, sentant le tissu coûteux de son costume contre ma joue. Une canalisation a éclaté dans ma rue, mon fils, mais je n'allais manquer ton mariage pour rien au monde.
Chloé s'est approchée avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Belle maman, quel dommage que vous ayez manqué la cérémonie. C'était si beau. » Je l'ai embrassée sur la joue et j'ai dit « L'important, c'est que vous soyez mariés maintenant. Que Dieu vous bénisse tous les deux. » Durant toute la réception, j'ai commencé à remarquer des comportements familiers que j'avais auparavant ignorés ou rationalisés, mais qui prenaient désormais une toute autre signification à la lumière des mots que j'avais entendus. Ma belle-sœur Simone, la tante d'Étienne, me présentait à certaines personnes simplement comme la mère d'Étienne. Mais lorsque d'autres invités posaient des questions sur mon travail ou ma vie, elle changeait rapidement de sujet ou entraînait ses interlocuteurs ailleurs, prétextant un besoin urgent de parler au traiteur ou de saluer un autre invité. Mon neveu David, le fils de Simone, m'a à peine salué d'un baiser rapide sur la joue avant de disparaître parmi les invités plus jeunes, me laissant seul au milieu d'un groupe que je ne connaissais pas. Mes nièces, Chloé et Sophie, qui autrefois cherchaient toujours à discuter avec moi lors des réunions de famille, se sont cette fois contentées d'échanges de courtoisie polie avant de trouver des excuses pour s'éclipser. L'ouverture des cadeaux fut un moment particulièrement révélateur et douloureux. Je regardais chaque réaction avec une attention nouvelle, presque clinique. Les cadeaux coûteux des amis et de la famille de Chloé étaient accueillis par des exclamations de joie sincères et des remerciements prolongés. Une machine à café dernier cri, un week-end dans un spa de luxe, des objets de décoration de designer. Chaque paquet ouvert était un spectacle. Quand Étienne a ouvert mon paquet contenant les draps brodés, Chloé les a rapidement soulevés, a murmuré un « Merci, belle maman » automatique et les a immédiatement placés sous la table avec les autres cadeaux jugés mineurs. Les draps sur lesquels j'avais investi 60 nuits de travail, brodant leurs initiales entrelacées et de minuscules fleurs de lavande, étaient traités comme une formalité gênante dont il fallait se débarrasser rapidement. C'est à cet instant précis, en voyant mon cadeau d'amour être écarté avec une telle indifférence, que les mots entendus dans le jardin ont acquis une signification plus profonde, plus dévastatrice. Ce n'était pas seulement le commentaire cruel d'une jeune mariée nerveuse. C'était le reflet de la façon dont ils me voyaient, vraiment, comme quelqu'un de gênant, de démodé, de déplacé dans leur vie moderne et prospère. Une relique du passé d'Étienne qu'il préférait garder en marge de sa nouvelle vie conjugale. Pendant le dîner, j'étais assise à une table avec des gens que je ne connaissais pas bien. Des parents éloignés de Chloé, qui étaient polis mais distants. De ma place, je pouvais voir la table d'honneur où se trouvaient Étienne et Chloé, entourés de leurs amis les plus proches. Tous de jeunes professionnels, vêtus de vêtements chers, parlant de sujets que je ne maîtrisais pas entièrement. Investissement en crypto-monnaie, voyage en Asie du Sud-Est, restaurant étoilé. C'était comme si un mur invisible nous séparait, une barrière sociale dont j'ignorais la date de construction. La danse a commencé sur une musique moderne que je ne reconnaissais pas. Les jeunes invités ont envahi la piste, tandis que les plus âgés restaient à discuter à leur table. J'ai attendu toute la soirée qu'Étienne vienne m'inviter à danser, comme il l'avait toujours fait lors des fêtes de famille, un petit rituel entre nous depuis son adolescence. Mais il était complètement absorbé par sa nouvelle femme et ses amis, riant, buvant du champagne, vivant dans un monde qui n'était manifestement plus le mien. Vers 23 heures, alors que la fête battait son plein, j'ai décidé de partir. Je me suis approchée de la table d'honneur. « Mon fils, je vais y aller. Je dois travailler tôt demain. » Étienne m'a fait une accolade distraite. « Déjà, maman ? D'accord, bonne nuit. Merci d'être venue. » Chloé m'a offert un baiser d'adieu tout aussi automatique. « Merci d'être venue, belle maman. À bientôt. » Mais dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui a confirmé ce que je craignais toute la nuit.
du soulagement. Elle était soulagée que je parte, que sa fête parfaite puisse continuer sans la présence embarrassante de la belle-mère humble, celle qui ne cadrait pas avec leur nouvelle vie de couple prospère. Le trajet en taxi pour rentrer chez moi a été silencieux et long. Pendant les 40 minutes de route, j'ai revécu mentalement chaque détail de la soirée. Les conversations où j'étais ignorée, les moments où on m'a laissé parler seule, les présentations embarrassantes où Simone minimisait mon importance, l'indifférence envers mon cadeau, le manque d'intérêt d'Étienne à m'inclure dans ces conversations importantes. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à me demander si j'avais vécu dans une bulle d'auto-illusion, croyant que j'étais une partie importante de la vie de mon fils, alors qu'en réalité, je n'étais qu'une obligation familiale à remplir occasionnellement. Cette nuit-là, dans mon petit appartement de Vaux-en-Velin, je me suis assise dans le fauteuil à bascule où je brodais habituellement, et j'ai commencé à me souvenir de tous les sacrifices que j'avais faits pour qu'Étienne puisse arriver là où il était. Les années à faire des doubles journées de travail pour payer son école privée, quand les écoles publiques du quartier n'étaient pas assez bonnes. Les fois où j'avais vendu mes propres bijoux de famille pour lui acheter de nouveaux vêtements, quand il a commencé à sortir avec Chloé, qui venait d'une famille de la classe moyenne supérieure d'Écully. Les dimanches que je passais à cuisiner pour eux, quand ils étaient fiancés, préparant des plats élaborés que Chloé photographiait pour ses réseaux sociaux, mais n'a jamais appris à cuisiner elle-même. Chaque souvenir était une petite pierre ajoutée au mur qui se construisait maintenant dans mon esprit. Un mur qui me séparait de l'image idéalisée que j'avais de ma relation avec mon fils. Je me suis également souvenu, des fois, où Chloé avait fait des commentaires apparemment innocents qui prenaient maintenant une signification différente. « Belle maman, pourquoi n'achetez-vous pas des vêtements plus modernes? Étienne a les moyens de vous aider. » Ou encore, « Ça ne vous dérange pas que les gens sachent que vous travaillez encore à votre âge? Étienne est un professionnel maintenant. » Ou la fois où elle m'a suggéré de me couper les cheveux plus courts parce qu'une femme de mon âge est plus jolie avec les cheveux courts et moins d'histoire. Des commentaires que j'avais interprétés comme des conseils bien intentionnés, mais que je comprenais maintenant comme des tentatives de contrôler mon apparence pour que je ne les embarrasse pas socialement. Ce matin-là, en enlevant la robe bleu marine que j'avais choisie avec tant de soin, je me suis vue dans le miroir de l'armoire. Et pour la première fois depuis des années, je me suis vraiment vue comme les autres me voyaient. Une femme de 67 ans avec des cheveux gris, des rides profondes sur le visage, des mains rugueuses à force de coudre, des vêtements qui, bien que propres et bien entretenus, ne pouvaient rivaliser avec les standards élégants du cercle social auquel Étienne appartenait désormais. Une femme qui représentait le passé humble qu'il préférait garder discret dans sa nouvelle vie conjugale prospère. C'est là, debout devant ce miroir à 3 heures du matin, que quelque chose de fondamental s'est brisé dans mon cœur. Pas de manière dramatique ou explosive, mais comme une fissure silencieuse qui m'a soudainement permis de voir la vérité que j'avais évitée pendant des mois. Mon fils n'avait plus besoin de moi en tant que mère présente et participante. Il avait besoin de moi comme d'un souvenir lointain et gérable, comme d'une obligation familiale à remplir occasionnellement, mais qui n'interférait pas avec sa vraie vie. Le lendemain, dimanche matin, en prenant mon café dans ma petite cuisine, j'ai commencé à me remémorer tous les signes que j'avais ignorés au cours de la dernière année. Les visites de plus en plus espacées d'Étienne, toujours pressé, avec Chloé qui l'attendait dans la voiture. Les appels téléphoniques de plus en plus courts, où il semblait faire autre chose en même temps qu'il me parlait. Les invitations familiales qui arrivaient de plus en plus tard, comme s'ils avaient longuement débattu de l'opportunité de m'inclure ou non. Je me suis particulièrement souvenu d'une conversation téléphonique que j'avais surprise accidentellement 3 mois plus tôt. Étienne était venu me rendre visite et avait reçu un appel de Chloé alors qu'il était aux toilettes.
Elle ne savait pas que j'étais dans le salon et parlait fort. « Tu as bientôt fini ?» Karine nous a invités à déjeuner et je ne veux pas être en retard, juste parce qu'on est en visite. Quand Étienne est sorti des toilettes, j'ai menti en disant que j'étais allée dans le jardin pour ne pas le mettre mal à l'aise. Mais ces mots s'étaient gravés dans ma mémoire. Juste parce qu'on est en visite, comme si venir voir sa propre mère était une corvée à accomplir rapidement. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai décidé de mener une expérience silencieuse. J'ai cessé d'appeler Étienne pour voir combien de temps il mettrait à me contacter spontanément. J'ai arrêté d'envoyer des SMS de « bonjour » et « bonne nuit ». J'ai arrêté de poser des questions sur Chloé ou leur projet de week-end. J'ai simplement attendu de voir si mon absence communicative serait remarquée. Les résultats ont été révélateurs et douloureux. Étienne a mis 8 jours à m'appeler, et quand il l'a fait, c'était pour me demander un service. Il voulait que je brode ses initiales sur de nouvelles chemises qu'il avait achetées pour le travail. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas mentionné que j'avais été étrangement silencieuse. Il n'a montré aucune curiosité pour ma vie ou mes activités. Il m'a simplement vue comme une ressource utile à laquelle il pouvait faire appel quand il avait besoin de quelque chose de spécifique. J'ai accepté de broder les chemises, mais en y travaillant le soir, j'ai commencé à planifier des changements profonds dans ma façon de me rapporter à la famille. Pas de changements dramatiques ou de vengeance élaborée, mais des ajustements silencieux dans mes attentes et dans l'énergie émotionnelle que j'investissais dans des relations qui n'étaient clairement pas réciproques, avec le même niveau d'affection et de respect. C'est alors que j'ai commencé à remarquer d'autres détails que j'avais auparavant négligés. Pendant ces années de veuvage, j'avais gardé ma maison impeccable et ma table toujours prête pour des visites familiales qui venaient rarement. J'avais économisé de l'argent pour des cadeaux généreux pour les anniversaires et Noël, mais les cadeaux que je recevais en retour étaient toujours bon marché et impersonnels. J'avais organisé des dîners de famille élaborés où je cuisinais pour tout le monde. Mais je n'étais jamais invitée à des événements similaires chez eux. La semaine précédente avait été particulièrement révélatrice. Chloé avait posté sur Facebook des photos d'un dîner de famille chez ses parents, avec Étienne souriant aux côtés de toute sa belle famille. Je n'avais pas été invitée, ni même informée de cette réunion. Quand j'ai demandé nonchalamment à Étienne à propos du dîner, il a dit que c'était quelque chose d'improvisé, de très intime, et que Chloé avait pensé que je n'aimerais pas le type de nourriture qu'il préparait. De gentils mensonges pour justifier une exclusion délibérée. 3 semaines après le mariage, alors que je brodais des serviettes que personne ne m'avait demandées, mais que je faisais par habitude, le téléphone a sonné. C'était Chloé. « Belle maman, êtes-vous occupée samedi ? Ma mère veut mieux vous connaître et nous avons pensé organiser un petit déjeuner en famille. » Son ton était celui de quelqu'un qui remplit une obligation sociale inconfortable. « Qu'est-ce qu'on cuisine ?» ai-je demandé automatiquement, supposant que je devrais aider à la préparation. « Oh non, ne vous inquiétez pas. Ma mère a tout organisé. Venez simplement en tant qu'invité. » Le samedi, je suis arrivée chez les parents de Chloé à Écully avec un dessert que j'avais spécialement préparé. Une riche tarte à la crème de coco qui m'avait pris toute la matinée à perfectionner. La maison était magnifique, bien plus grande que la mienne, avec une pelouse tentaculaire et des meubles élégants qui témoignaient d'une situation financière supérieure. Les parents de Chloé, Brigitte et Marc, m'ont accueilli avec une courtoisie correcte, mais froide. Pendant tout le repas, la conversation a tourné autour de sujets que je ne connaissais pas bien. Les voyages qu'ils avaient faits, les restaurants chers où ils avaient mangé, les investissements qu'ils envisagèrent de faire. Quand j'ai essayé de participer en racontant une anecdote de mon travail de couturière ou de mon expérience d'élever Étienne seul, j'ai remarqué que les conversations s'arrêtaient brusquement et étaient redirigées vers d'autres sujets. C'était comme si mes expériences de vie n'étaient pas assez intéressantes ou pertinentes pour cet environnement social.
Chloé traduisait mes commentaires comme s'ils nécessitaient une explication. Ma belle-mère a travaillé de nombreuses années en cousant à domicile. Ou Hélène a traversé des moments très difficiles quand Étienne était petit, toujours avec un ton qui oscillait entre la compassion et la condescendance. Cet après-midi-là, alors que j'aidais à débarrasser la table, même s'ils insistaient sur le fait que ce n'était pas nécessaire, j'ai entendu Brigitte commenter doucement à Chloé dans la cuisine. C'est une femme très travailleuse, mais on voit qu'elle vient d'un milieu très différent du nôtre. J'espère qu'Étienne trouvera un équilibre entre le maintien de la relation familiale et le fait de ne pas compromettre son nouveau statut social. Chloé a répondu « Oui, c'est compliqué, mais Étienne comprend qu'il a des responsabilités différentes maintenant. » Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec une clarté douloureuse mais libératrice. Ce n'était pas seulement mon imagination ou ma sensibilité exagérée. Il y avait une campagne subtile et constante pour minimiser ma présence dans la nouvelle vie d'Étienne. Ce n'était pas malveillant ou consciemment cruel, mais l'évolution naturelle d'une famille qui avait ascensionné socialement et qui voyait maintenant la mère humble comme un obstacle à leur intégration complète dans un cercle social plus élevé. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à regarder ma propre maison avec des yeux différents. Les photos de famille qui remplissaient les murs, les lettres qu'Étienne m'avait écrites de l'université, me remerciant pour tous mes sacrifices, les souvenirs des moments heureux que nous avions partagés quand il dépendait entièrement de moi. Tout cela appartenait au passé. L'Étienne adulte, marié, professionnellement accompli, n'avait plus besoin de la mère qui s'était battue pour lui offrir ses opportunités. C'était comme si j'avais rempli ma fonction dans sa vie et qu'il était maintenant temps de me retirer discrètement en arrière-plan, n'apparaissant que lorsque c'était strictement nécessaire et toujours en faisant attention à ne pas interférer avec sa nouvelle image sociale. La compréhension de cette réalité n'est pas venue avec des larmes dramatiques ou des cris de douleur, mais avec une sérénité froide qui m'a surprise moi-même. Le moment décisif est arrivé exactement 1 mois après le mariage. Étienne s'est présenté chez moi tard, un mercredi après-midi, sans Chloé, avec une expression sérieuse que je ne lui avais pas vue depuis son adolescence. « Maman, il faut qu'on parle », a-t-il dit en s'asseyant dans le fauteuil où il faisait ses devoirs de lycée. Chloé et moi avons discuté de notre avenir, des plans que nous avons en tant que couple. Je me suis assise en face de lui, les mains jointes sur mes genoux, sentant que j'étais sur le point d'entendre quelque chose qui changerait à jamais la relation que nous avions construite au cours de ces 32 années de vie. « Nous voulons avoir des enfants bientôt, » a-t-il poursuivi. « Et nous voulons être complètement sûrs de pouvoir leur offrir la meilleure vie possible. Cela signifie que nous devons être très prudents avec nos finances, nos relations sociales, l'image que nous projetons en tant que famille. » « Je comprends, » ai-je dit, même si je ne comprenais pas exactement où la conversation voulait en venir. « Chloé pense qu'il serait préférable que tu sois moins présente à nos réunions sociales. Pas parce que nous ne t'aimons pas, mais parce que tu viens d'un monde très différent du nôtre, et parfois, cela peut créer des situations embarrassantes. » Ces mots étaient prudents, répétés, comme s'il avait pratiqué cette conversation plusieurs fois avant de venir. Des situations embarrassantes? Ai-je demandé, gardant ma voix calme, même si je sentais que quelque chose s'effondrait à l'intérieur de ma poitrine. Eh bien, tu sais, tes commentaires sur l'argent, sur la difficulté d'élever seul, sur ton travail, ce n'est pas mal que tu en parles, mais parfois, ça met les gens mal à l'aise ou leur fait penser des choses que nous ne voulons pas qu'ils pensent de notre famille. Voilà la vérité nue que j'avais évitée pendant des mois. Mon honnêteté sur ma vie, mes luttes, mes limitations financières étaient devenues une source de honte pour mon fils. L'histoire de sacrifice et de travail acharné que je considérais comme ma plus grande fierté était maintenant un obstacle à l'image sociale qu'il voulait projeter avec sa femme. « Et que proposez-vous exactement ?» ai-je demandé,
me surprenant par le calme de ma propre voix. Que nous nous voyions moins souvent, que lorsque nous avons des réunions de famille importantes, surtout avec des gens du travail ou les parents de Chloé, il serait préférable que tu ne viennes pas. Nous pourrons toujours déjeuner ensemble occasionnellement, juste nous deux. Mais pour les événements sociaux, il vaut mieux garder ça séparé. Je suis restée silencieuse pendant plusieurs minutes, traitant non seulement les mots que j'avais entendus, mais la réalité complète qu'ils représentaient. Mon fils, le garçon que j'avais porté dans mes bras les nuits de fièvre quand je n'avais pas d'argent pour l'emmener chez un médecin privé, me demandait de devenir invisible dans sa vie sociale pour ne pas compromettre sa nouvelle identité de classe moyenne supérieure. « C'est d'accord », ai-je finalement dit, et j'ai vu le soulagement instantané sur son visage. « Je comprends parfaitement ce que tu me dis. » Il s'est levé pour me serrer dans ses bras, s'attendant probablement à ce que ce soit la fin d'une conversation difficile mais nécessaire. Mais alors que je sentais ses bras autour de moi, quelque chose de plus profond que la tristesse s'installait dans mon cœur. C'était une clarté froide, une détermination silencieuse qu'il ne pouvait pas percevoir. Cette nuit-là, après le départ d'Étienne, avec la conscience tranquille d'avoir résolu le problème de sa mère encombrante, je me suis assise à ma table de couture et j'ai commencé à faire des plans. Non pas des plans de vengeance ou de drame familial, mais des plans pour réorganiser complètement mes priorités et ma vie émotionnelle. Pendant 32 ans, j'avais vécu principalement pour être la mère d'Étienne. Il était temps de découvrir qui était Hélène lorsqu'elle n'était pas définie uniquement par sa fonction maternelle. Les 7 jours qui ont suivi cette conversation avec Étienne furent les plus silencieux que j'ai vécus dans ma maison de Vaux-en-Velin depuis que j'étais veuve. Pour la première fois depuis des décennies, je n'attendais pas d'appel téléphonique. Je ne préparais pas de nourriture supplémentaire en cas de visiteur. Je ne maintenais pas la maison impeccablement propre pour des visites familiales hypothétiques. C'était comme si j'étais rentrée dans une dimension parallèle où je pouvais enfin entendre mes propres pensées sans l'inquiétude constante des besoins des autres. Pendant ces jours, j'ai commencé à passer en revue systématiquement chaque recoin de ma maison, non pas pour nettoyer, mais pour me souvenir. Chaque objet avait une histoire. Chaque photographie contenait un moment que je voyais maintenant, avec des yeux complètement différents. Dans le buffet du salon, j'ai trouvé les lettres qu'Étienne m'avait écrites de l'université, pleines de remerciements et de promesses. « Maman, quand j'aurai mon diplôme, je t'achèterai une plus grande maison. Merci pour tous les sacrifices que tu as faits pour moi. Je n'oublierai jamais à quel point tu travailles dur pour payer mes études. » Chaque lettre était une promesse d'un avenir où mes efforts seraient reconnus et récompensés. Maintenant, en les relisant, je réalisais qu'Étienne avait techniquement tenu ses promesses. Il m'avait offert une aide financière occasionnelle. Il m'avait remercié verbalement pour mes sacrifices. Il n'avait jamais publiquement nié ce que j'avais fait pour lui. Mais quelque chose de plus subtil s'était perdu en chemin. Le respect sincère, l'inclusion naturelle, l'amour qui n'a pas besoin d'explication ou de justification. J'avais été progressivement remplacée par une version plus pratique de moi-même, une mère qui n'existait que lorsque c'était nécessaire et disparaissait lorsqu'elle risquait d'être problématique. Le mercredi de cette semaine-là, en organisant les factures des derniers mois, j'ai trouvé les reçus de toutes les dépenses supplémentaires que j'avais engagées pendant les fiançailles et le mariage d'Étienne. De petits montants qui, individuellement, ne semblaient pas significatifs, mais qui, une fois additionnés, représentaient près de 6 mois de ma petite retraite complète. Les 50 € que je leur avais prêtés lorsque Chloé voulait changer le réfrigérateur avant leur mariage. Les 100 € que j'avais dépensés en ingrédients spéciaux pour faire le gâteau d'essai qu'ils voulaient pour le mariage. Les 30 € pour le cadeau de fiançailles que Chloé avait spécifiquement choisi. Les 20 € d'essence que j'avais dépensés pour aller essayer des robes avec elle parce qu'elle avait besoin de
la vie d'une femme plus âgée. Chaque dépense avait été présentée comme une urgence temporaire ou un investissement dans le bonheur du couple, mais n'avait jamais été remboursée, ni même mentionnée par la suite. Ce n'était pas que j'attendais le remboursement de l'argent, mais cela me dérangeait d'avoir été si naïve de ne pas réaliser que j'étais utilisée comme une ressource économique pratique, tout en étant simultanément exclue comme une présence sociale gênante. Le jeudi matin, ma meilleure amie Delphine est venue me rendre visite, comme elle le faisait chaque semaine depuis 20 ans. Delphine avait été ma confidente pendant toutes les années difficiles de veuvage, la seule personne qui connaissait vraiment tous mes sacrifices et mes luttes pour élever Étienne. Elle s'est assise dans la cuisine pendant que je préparais le café et a immédiatement remarqué mon humeur différente. « Qu'est-ce qui ne va pas, Hélène? Tu sembles très silencieuse. » Je lui ai tout raconté. Le mariage, les commentaires de Chloé, la conversation avec Étienne, la demande d'être moins visible socialement. Delphine a écouté sans m'interrompre, mais j'ai vu dans ses yeux une tristesse qui confirmait que ce qui m'arrivait n'était pas seulement le fruit de mon imagination exagérée. « Écoute, ma chérie, dit-elle quand j'eus fini de parler. J'ai vu cela se produire dans de nombreuses familles du quartier. Les enfants font des études, obtiennent de bons emplois, épousent des filles d'un meilleur milieu, et petit à petit, ils laissent derrière eux tout ce qui leur rappelle d'où ils viennent. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Ils ont juste honte de leur passé humble. » Ces mots m'ont fait mal car ils confirmaient ce que j'avais peur de reconnaître. « Mais Étienne n'est pas comme ça, » ai-je protesté faiblement. « Il n'a jamais nié que nous venions d'une famille ouvrière. » Delphine a pris ma main sur la table. « Non, ma chérie. Il ne le nie pas quand il est seul avec toi. Mais quand Chloé est-elle venue pour la dernière fois dans cette maison? Quand Étienne t'a-t-il emmené pour la dernière fois rencontrer ses collègues? Quand t'a-t-il inclus pour la dernière fois dans ses projets sans que tu aies à le demander? Les questions de Delphine m'ont forcé à faire face à une réalité que j'avais évitée. Chloé était venue chez moi exactement 3 fois en 2 ans de relation, toujours pour de très courtes périodes, et toujours avec des excuses pour partir rapidement. Étienne ne m'avait jamais invité à aucun de ces événements professionnels, pas même aux fêtes de fin d'année où les familles étaient incluses. Quand je suggérais des projets familiaux, il y avait toujours des raisons pour lesquelles il valait mieux attendre un moment plus opportun. « Que ferais-tu si tu étais moi ?» ai-je demandé à Delphine, sentant pour la première fois que j'avais vraiment besoin des conseils de quelqu'un d'autre. « Je pense que tu dois décider ce que tu veux pour le reste de ta vie, » a-t-elle répondu. « Veux-tu continuer à être la mère qui est toujours disponible quand ils ont besoin d'elle, mais qui devient invisible quand c'est pratique? Ou veux-tu vivre pour toi-même pour la première fois en 30 ans? » Cet après-midi-là, après le départ de Delphine, je me suis assise dans mon fauteuil à bascule préféré et j'ai commencé un exercice mental que je n'avais jamais fait auparavant. Imaginer ce que serait ma vie si je n'étais pas constamment préoccupée par Étienne et Chloé. Que ferais-je de mes soirées libres si je ne brodais pas des cadeaux que personne n'appréciait vraiment? Comment dépenserais-je mon argent si je ne mettais pas de côté des sommes pour des urgences familiales qui semblaient toujours surgir? Quel projet ferais-je si je ne devais pas garder mon emploi du temps flexible au cas où ils auraient besoin de moi? Pour la première fois depuis des années, je me suis permis de rêver à des projets personnels. J'avais toujours voulu apprendre à utiliser un ordinateur pour pouvoir communiquer avec d'anciennes collègues qui avaient déménagé dans d'autres villes. J'avais voulu suivre des cours de broderie plus avancés pour perfectionner des techniques que je ne connaissais que de vue. J'avais voulu voyager en Provence pour rendre visite à ma sœur Maëlle, qui m'avait invitée de nombreuses fois, mais à qui je disais toujours que je ne pouvais pas laisser la maison seule, au cas où Étienne aurait besoin de moi. Le vendredi soir, alors que je dînais seule devant la télévision, le téléphone a sonné. C'était Étienne. « Salut maman,
Comment vas-tu? J'appelais juste pour prendre des nouvelles. Sa voix avait ce ton prudent qu'il utilisait quand il voulait s'assurer que je n'étais pas contrariée par quelque chose. Bien, mon fils. Je fais mes petites affaires. Ai-je répondu, en gardant ma propre voix neutre. As-tu pensé à ce dont nous avons parlé l'autre jour? A-t-il demandé. Je pouvais détecter l'anxiété derrière la question désinvolte. Il voulait la confirmation que j'avais pleinement accepté sa demande de réduire ma présence dans sa vie sociale. Oui, j'y ai beaucoup pensé, ai-je dit. Et je pense que tu as raison. C'est mieux pour tout le monde d'avoir son propre espace. J'ai entendu le soulagement dans sa respiration. Je suis si content que tu le vois comme ça, maman. Je ne veux pas que tu penses que nous ne t'aimons pas. Nous voulons juste que tout le monde soit à l'aise. Après avoir raccroché, j'ai continué à penser à ce mot. À l'aise. C'était intéressant de voir comment leur confort exigeait mon inconfort, comment leur tranquillité d'esprit nécessitait mon silence. Pendant le week-end, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je n'ai rien planifié en pensant à Étienne. Je n'ai pas cuisiné son plat préféré au cas où il déciderait de passer. Je n'ai pas fait de ménage supplémentaire au cas où il viendrait avec Chloé. Je ne me suis pas habillée au cas où il m'inviterait à sortir. J'ai simplement vécu mon week-end comme si j'étais complètement indépendante. Et la sensation était étrangement libératrice. Le dimanche matin, je suis allée seule à la messe à la paroisse Saint-Thomas, où j'allais depuis 20 ans, mais où je ne m'étais rendue ces derniers temps que lorsqu'Étienne et Chloé n'avaient pas d'autres projets pour moi. Après la messe, je suis restée pour discuter avec Béatrice, une femme de mon âge récemment veuve et qui demandait toujours des nouvelles d'Étienne avec un intérêt sincère. « Et comment va le jeune homme? S'est-il habitué à la vie de mariée ?» a-t-elle demandé, alors que nous nous dirigions vers la sortie. Pour la première fois, j'ai décidé d'être complètement honnête. Eh bien, oui. Il s'y habitue très bien. Si bien qu'il n'a presque plus besoin de sa mère. Béatrice m'a regardée avec compréhension. Oh, ma chérie, ça arrive avec tous les enfants quand ils se marient. On les élève en pensant qu'ils seront nos compagnons pour toujours, mais la vérité, c'est qu'on les élève pour qu'ils partent. Ces mots ont été comme un éclair de lucidité. Toutes ces années, j'avais pensé que j'investissais dans une relation qui se renforcerait avec le temps. Mais en réalité, j'avais préparé Étienne à devenir complètement indépendant de moi. Le problème n'était pas qu'il s'était éloigné, le problème était que je ne m'étais pas préparée à vivre ma propre vie lorsque je ne serais plus nécessaire en tant que mère active. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose de symbolique, mais d'important. J'ai complètement réorganisé ma maison pour qu'elle me convienne à moi seule, et non comme un espace toujours prêt à recevoir des visites familiales. J'ai rangé les chaises supplémentaires de la salle à manger. J'ai transformé la chambre d'amis en mon propre atelier de couture. J'ai déplacé mes livres préférés dans le salon principal au lieu de les garder cachés dans la chambre. J'ai changé la disposition de la cuisine pour qu'elle soit plus confortable pour une personne seule. Chaque petit changement était une déclaration d'indépendance émotionnelle. Cette maison n'allait plus être un musée de la maternité où tout était préservé pour la commodité d'un fils qui venait de moins en moins. Elle allait être la maison d'Hélène Périol, une femme de 67 ans qui avait enfin décidé de vivre pour elle-même. Le lundi matin, j'ai commencé à mettre en œuvre des changements plus importants. J'ai appelé le centre social et je me suis inscrite au cours d'informatique de base qui commençait cette semaine-là. J'ai appelé ma sœur Maëlle en Provence et je lui ai dit que je voulais lui rendre visite le mois prochain. Je suis allée à la banque et j'ai ouvert un compte d'épargne séparé où j'ai déposé la moitié de ma pension. De l'argent qui ne serait plus disponible pour les urgences familiales d'Étienne et Chloé. Chaque action était petite individuellement, mais ensemble, elles représentaient une révolution silencieuse dans ma façon de vivre. Pendant 30 ans, j'avais été la mère d'Étienne. Il était maintenant temps de découvrir qui était Hélène
lorsqu'elle n'était pas définie uniquement par sa fonction maternelle. Le mardi après-midi, alors que je m'entraînais sur mon nouvel ordinateur, que j'avais acheté le matin même avec l'argent de mes économies personnelles, j'ai reçu un appel de Chloé. « Belle maman, comment allez-vous? J'appelle parce que ma mère veut vous inviter à déjeuner samedi. Rien de formel, juste un déjeuner entre femmes. » C'était la première fois que Chloé m'appelait directement depuis des semaines et je pouvais déceler quelque chose d'artificiel dans son ton trop amical. « Est-ce qu'Étienne sera là ?» ai-je demandé. « Non, c'est juste un déjeuner de femmes. Ma mère, ma tante Rose, vous et moi. » J'ai réfléchi un instant. Il y a 3 semaines, j'aurais immédiatement accepté, reconnaissante de toute inclusion familiale. Mais maintenant, j'avais le recul nécessaire pour reconnaître qu'il s'agissait probablement d'une tentative de remplir l'obligation sociale d'inclure la belle-mère occasionnellement, tout en gardant le contrôle sur le moment et la manière dont cette inclusion se produisait. « Chloé, merci beaucoup pour l'invitation, mais j'ai déjà des projets pour samedi, » ai-je dit, me surprenant de la facilité de mon refus. « Oh, eh bien, ne vous inquiétez pas. Nous ferons ça une autre fois, » a-t-elle répondu, et je pouvais entendre la surprise dans sa voix. Elle s'attendait clairement à ce que j'accepte automatiquement n'importe quelle miette d'attention familiale offerte. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que j'avais vraiment des projets pour samedi. Mon premier cours d'informatique avancée et une visite au marché de la Croix-Rousse pour acheter du matériel pour mes projets de broderie personnelle. Des projets que j'avais faits en ne pensant qu'à mon propre plaisir, sans me demander s'ils interféraient avec les besoins ou les désirs d'Étienne et Chloé. Le mercredi, j'ai reçu un appel inattendu de ma belle-sœur Simone, celle qui avait été particulièrement froide avec moi au mariage. « Hélène, comment vas-tu? J'appelle parce que mon fils David fait sa première communion le mois prochain et nous voulions t'inviter. » Une autre invitation qui arrivait des semaines à l'avance, probablement après de longs débats familiaux sur l'opportunité de m'inclure ou non. « Simone, merci beaucoup de penser à moi, » ai-je répondu. « Puis-je te confirmer la semaine prochaine? J'organise mon calendrier et je veux être sûre de pouvoir y assister correctement. » C'était une réponse diplomatique qui me donnait le temps de décider si je voulais vraiment participer à des événements familiaux où ma présence était simplement tolérée plutôt que désirée. Le jeudi soir, en dînant tranquillement dans ma cuisine réorganisée, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Pour la première fois depuis des décennies, je ne me sentais pas anxieuse en attendant des appels téléphoniques. Je ne surveillais pas le téléphone en espérant qu'Étienne ait besoin de moi pour quelque chose. Je ne préparais pas mentalement des excuses au cas où je devrais annuler mes propres projets pour répondre à une urgence familiale. Cette nouvelle indépendance émotionnelle n'était pas arrivée avec une douleur dramatique, mais avec une sérénité progressive qui m'a surprise. C'était comme si j'avais porté un poids invisible pendant des années et que je m'étais enfin donné la permission de le poser. L'amour pour Étienne restait intact, mais il n'était plus mêlé à l'anxiété constante de prouver que je méritais son attention et son respect. Le vendredi matin, en prenant mon petit déjeuner et en lisant un livre que j'avais acheté simplement parce que j'aimais la couverture, un autre luxe que je ne m'étais pas permis depuis des années, le téléphone a sonné. C'était Étienne, mais cette fois, sa voix contenait une note de confusion. « Maman, Chloé m'a dit que tu ne pouvais pas venir déjeuner samedi. Est-ce que tout va bien? Tu es malade? » »« Non, mon fils, je vais parfaitement bien, » ai-je répondu. « J'ai juste d'autres engagements. »« Quels engagements? » a-t-il demandé, et je pouvais déceler la surprise sincère dans sa voix. De toute évidence, il ne lui était pas venu à l'esprit que je pouvais avoir une vie sociale indépendante de ma disponibilité pour les événements familiaux. « Je prends des cours d'informatique et j'ai des choses à faire pour la maison ?» ai-je expliqué, en gardant un ton désinvolte. « Oh !» fut tout ce qu'il répondit,
comme s'il traitait l'information que sa mère avait des priorités qui ne tournaient pas autour de lui. Après avoir raccroché, j'ai continué à penser à cette conversation. Pendant des années, toute invitation familiale avait automatiquement été ma plus haute priorité, quels que soient les autres projets que je pouvais avoir. Étienne avait grandi en s'attendant à cette disponibilité inconditionnelle comme quelque chose de naturel. Maintenant qu'il rencontrait des limites pour la première fois, il ne savait pas comment interpréter la situation. Cet après-midi-là, en organisant mon nouveau matériel de broderie dans mon atelier personnel, j'ai reçu un message texte de Chloé. « Belle maman, j'espère que vous n'êtes pas contrariée par quelque chose. S'il y a un problème, nous pouvons en parler. » C'était intéressant de voir comment mon simple refus d'être immédiatement disponible avait été interprété comme un signe de conflit. Pendant des années, ma docilité avait été si prévisible que tout comportement différent était perçu comme problématique. J'ai répondu par un message calme. « Je ne suis pas contrariée, Chloé. J'organise simplement mon temps différemment. Merci beaucoup pour l'invitation. » C'était une réponse qui indiquait clairement qu'il n'y avait pas de drame, mais qui n'offrait pas non plus d'explications détaillées ni d'excuses pour avoir mes propres priorités. Le samedi a été le premier jour depuis des années que j'ai consacré entièrement à mes propres intérêts. Le matin, je suis allée à mon cours d'informatique où j'ai rencontré d'autres femmes de mon âge qui apprenaient aussi la technologie après des années passées à se consacrer exclusivement à leur famille. L'après-midi, je suis allée au marché et j'ai acheté des fils de couleur que je n'avais jamais utilisés, des tissus spéciaux que j'avais admirés mais que je ne m'étais jamais permis d'acheter pour des projets personnels. Ce soir-là, en dînant dans ma cuisine tranquille, j'ai réalisé que j'avais passé une journée entière sans penser à Étienne et Chloé, sauf occasionnellement. C'était la première fois depuis des décennies que mon esprit était occupé par mes propres projets, mon propre apprentissage, mes propres satisfactions. Le sentiment était étrange, mais profondément rassurant. Le dimanche matin, en arrosant les plantes de mon petit jardin, ma voisine Delphine s'est approchée de la clôture qui séparait nos maisons. « Dis donc, ma belle, Étienne ne vient plus le dimanche ? Je ne l'ai pas vu dans le coin depuis des semaines. » C'était une question innocente, mais qui m'a fait réfléchir à la façon dont mes changements internes commençaient à devenir visibles extérieurement. « Eh bien, il est marié maintenant, n'est-ce pas ? Chacun sa vie, » ai-je répondu, surprise par le naturel de ma réponse. Il y a 3 mois, j'aurais expliqué en détail les raisons pour lesquelles Étienne venait moins, justifiant probablement son absence et minimisant toute impression qu'il y avait des problèmes familiaux. Delphine a hoché la tête avec compréhension. « C'est la vie, ma chérie. Les enfants grandissent et il faut réapprendre à vivre pour soi. Et toi, comment tu t'en sors ? Comment tu t'organises ? » C'était la première fois que quelqu'un me demandait spécifiquement mon bien-être indépendamment de ma situation familiale. « Très bien, » ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était tout à fait vrai. J'apprends de nouvelles choses, je fais des projets que j'avais mis de côté. J'apprécie vraiment d'avoir du temps pour moi. Delphine a souri. « Je suis si contente d'entendre ça. Tu as l'air très sereine ces derniers temps. » Cet après-midi-là, en travaillant sur une pièce de broderie complexe que je faisais juste parce que j'aimais le dessin, et non parce que c'était un cadeau pour quelqu'un, j'ai réfléchi aux changements profonds qui s'étaient produits en moi au cours de ces 2 semaines. La douleur initiale de reconnaître ma nouvelle position dans la vie d'Étienne s'était transformée en quelque chose de plus constructif. La détermination de construire une identité qui ne dépendait pas de ma fonction de mère. Pour la première fois en 30 ans, Hélène Périol vivait pour Hélène Périol. Et contrairement à ce que j'avais craint, le monde ne s'était pas effondré. Étienne et Chloé allaient parfaitement bien sans mon attention constante. La maison fonctionnait toujours sans être constamment prête pour des visites familiales inattendues.
Ma vie avait un rythme et un but sans être centrée sur les besoins des autres. C'était comme si j'avais retenu ma respiration pendant des décennies et que je m'étais enfin donné la permission d'expirer complètement. L'air qui entrait dans mes poumons était différent, plus propre, plus frais, entièrement mien. La véritable transformation a commencé exactement 3 semaines après ma conversation avec Étienne, un lundi matin, lorsque j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait en 67 ans de vie. Écrire une liste de tout ce que je voulais accomplir, en ne pensant qu'à mon propre bonheur, sans considérer comment cela affecterait Étienne, Chloé ou quiconque dans ma famille. Je me suis assise à ma table de couture, maintenant convertie en bureau personnel, avec un nouveau carnet que j'avais acheté spécialement à cet effet, et j'ai commencé à écrire sans me censurer. Je veux apprendre à bien utiliser l'ordinateur pour communiquer avec des personnes de mon âge, qui ont des intérêts similaires. Je veux voyager en Provence pour voir Maëlle et rester aussi longtemps que je le souhaite, sans demander si quelqu'un a besoin de moi à la maison. Je veux suivre des cours de broderie avancée au centre d'art communautaire. Je veux acheter de nouveaux vêtements qui me plaisent, et non ce qui est approprié pour une femme de mon âge. Je veux aller au cinéma seule, sans sentir que je dois justifier pourquoi je ne suis pas accompagnée. Chaque ligne que j'écrivais était une petite déclaration d'indépendance. Pour la première fois depuis des décennies, je formulais des désirs qui n'avaient rien à voir avec le fait d'être utile aux autres, mais avec la découverte de qui j'étais lorsque je n'étais pas définie par mes rôles familiaux. Ce même après-midi, j'ai commencé à mettre en œuvre ma liste de manière systématique et silencieuse. J'ai appelé le centre culturel municipal et je me suis inscrite à l'atelier de broderie artistique qui commençait le jeudi. Je n'ai mentionné cette décision à personne. Je l'ai simplement prise comme n'importe quel autre adulte indépendant prendrait une décision personnelle. Je suis allée au centre commercial et j'ai acheté 3 blouses de couleurs vives qui m'ont plu dès que je les ai vues, sans me demander si elles étaient trop jeunes ou si Étienne approuverait mes choix. Le mardi, j'ai réservé mon billet de train pour Avignon pour la semaine suivante en achetant un billet de retour ouvert. Quand Maëlle m'a demandé au téléphone combien de temps je comptais rester, j'ai dit quelque chose qui m'a surprise moi-même. Je ne sais pas exactement. Ça dépendra de comment je me sens là-bas. C'était la première fois depuis des années que je faisais des projets sans une date de fin prédéterminée, basée sur les besoins potentiels d'Étienne. Le mercredi, j'ai fait quelque chose d'encore plus radical. Je suis allée à la banque et j'ai complètement modifié la répartition de ma pension. Au lieu de garder tout l'argent disponible sur mon compte courant pour les urgences familiales, j'ai divisé mes revenus en 4 catégories. Dépenses ménagères de base, épargne personnelle, un véritable fonds d'urgence et un budget mensuel pour les activités et plaisirs personnels. Pour la première fois de ma vie d'adulte, une part importante de mon argent était destinée exclusivement à mon plaisir personnel. Ces changements apparemment mineurs représentaient une révolution silencieuse dans ma façon de vivre. Pendant 30 ans, j'avais fonctionné comme si ma vie était une ressource partagée, où mes décisions, mon temps et mon argent étaient toujours soumis aux besoins d'Étienne. Maintenant, je revendiquais mon autonomie complète, non pas de manière agressive ou dramatique, mais avec la détermination tranquille de quelqu'un qui avait enfin compris sa propre valeur. Le jeudi, lors de mon premier cours de broderie, j'ai rencontré un groupe de femmes qui allait changer ma perspective sur ce que signifiait être une femme âgée indépendante. Il y avait Olivia, 72, et Hans, qui avait commencé à peindre professionnellement après être devenue veuve à 65 ans. Gloria, 69 ans, qui avait appris à conduire et voyageait maintenant seule dans tout le pays. Alice, 71 ans, qui avait repris ses études et venait de terminer son DAEU. Toutes avaient vécu des décennies entièrement consacrées à leur famille et découvraient, maintenant, des talents et des passions qu'elles n'avaient jamais eu le temps d'explorer.
Le secret, m'a dit Olivia pendant que nous pratiquions une nouvelle technique d'ombrage, c'est d'arrêter de demander la permission de vivre sa propre vie. Nos enfants ne sont plus des enfants qui ont besoin de nous pour survivre, mais nous sommes toujours en vie et nous avons le droit de faire des choses qui nous rendent heureuses. Ces mots ont résonné en moi car ils exprimaient exactement ce que je ressentais, mais que je n'avais pas su articuler aussi clairement. Gloria a ajouté « J'ai passé 40 ans à attendre que mes enfants m'invitent à leurs projets, que mon mari m'inclue dans ses décisions, que ma famille me donne une place dans leur vie, jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'avais aussi le droit de faire mes propres projets et d'inviter qui je veux. » Alice a complété la pensée. Le problème, c'est que nous apprenons à nos enfants que maman sera toujours disponible, qu'elle dira toujours oui, qu'elle mettra toujours leurs besoins avant les siens. Et puis nous sommes surprises quand ils nous traitent exactement de la manière dont nous leur avons appris. Cette conversation, c'était comme entendre mes propres pensées exprimées par des voix plus sages et plus expérimentées. Je n'étais pas la seule femme de ma génération à avoir confondu l'amour maternel avec une complète abnégation de soi. Je n'étais pas la seule à avoir élevé des enfants brillants au prix de l'oubli total de qui j'étais moi-même. Et plus important encore, il n'était pas trop tard pour changer cette dynamique. Le vendredi, armée de cette nouvelle perspective, j'ai pris une décision qui aurait été impensable 3 semaines auparavant. Étienne m'a appelé pour me demander si je pouvais garder les enfants de Simone samedi, car elle et son mari voulaient sortir et n'avaient personne pour les garder. C'était exactement le genre de demande que j'avais acceptée automatiquement pendant des années, annulant tout projet personnel pour être disponible pour les besoins de la famille. Étienne, ai-je dit avec un calme qui m'a surprise. Je ne pourrai pas. J'ai déjà des engagements pour samedi. Quels engagements ? A-t-il demandé avec le même ton de surprise sincère que la semaine précédente. Je vais au cinéma avec des amis de mon cours de broderie et après nous allons dîner ensemble. C'était tout à fait vrai. Nous avions fait ces projets la veille. Mais maman, Simone a vraiment besoin de quelqu'un pour garder les enfants. Elle ne connaît personne d'autre en qui elle a confiance. Sa réponse a révélé quelque chose de fondamental. Pendant des années, j'avais été la solution automatique à tout problème de garde d'enfants dans la famille. Non pas parce que j'étais la meilleure option, mais parce que j'étais la seule qui ne disait jamais non. Je suis sûre qu'ils trouveront une autre solution, ai-je répondu. Il y a plein de babysitters responsables, ou ils peuvent demander à une des amies de Simone. Étienne est resté silencieux un moment, traitant clairement le fait que sa mère n'offrait pas d'alternative et ne s'engageait pas à résoudre le problème de Simone. « Est-ce que tout va bien, maman ? Dernièrement, j'ai remarqué que tu es très différente. » C'était la première fois qu'Étienne verbalisait qu'il avait remarqué des changements dans mon comportement. « Je vais très bien, mon fils. J'apprends juste à organiser mon temps différemment. » Différemment comment ? En y incluant des choses qui me plaisent, et pas seulement les choses dont la famille a besoin. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que j'avais franchi une ligne invisible mais cruciale. Pour la première fois, j'avais fait passer mes propres projets avant un besoin familial non urgent. Étienne devrait expliquer à Simone que sa mère n'était plus automatiquement disponible comme babysitter d'urgence. Simone devrait trouver des solutions qui ne dépendaient pas de ma disponibilité inconditionnelle. C'était un changement petit, mais révolutionnaire. Le samedi, j'ai vécu une expérience que je n'avais pas eue depuis des décennies. Une journée entière de plaisir adulte avec des femmes de mon âge qui partageaient mes intérêts. Nous sommes allés au cinéma voir un film espagnol sur une femme âgée qui décidait de changer de vie après être devenue veuve. Ensuite, nous avons dîné dans un restaurant où aucune de nous n'a eu à cuisiner, servir ou nettoyer. Nous avons parlé de nos projets personnels, des livres que nous lisions
et des voyages que nous voulions faire. C'était comme redécouvrir une partie de moi qui était en sommeil depuis si longtemps que j'avais oublié son existence. Hélène, la femme, et pas seulement Hélène, la mère d'Étienne. De toute la soirée, je n'ai reçu aucun appel téléphonique me demandant où j'étais ou quand je rentrerais. Étienne et Chloé avaient organisé leur week-end sans avoir besoin de m'inclure ou de me consulter, exactement comme cela devrait être entre adultes indépendants. Le dimanche matin, alors que je prenais un petit déjeuner tranquille, en lisant un livre que Gloria m'avait prêté sur des femmes qui avaient réinventé leur vie après 60 ans, le téléphone a sonné. C'était Chloé, et sa voix avait une note d'irritation à peine voilée. « Belle maman, Simone nous a dit que vous n'aviez pas pu garder les enfants hier. J'espère que ce n'était pas à cause d'un malaise. » « Non, Chloé, ce n'était pas à cause d'un malaise. J'avais simplement d'autres projets, » ai-je répondu, en gardant mon ton poli, mais ferme. Oh, eh bien, Simone s'est retrouvée sans option et a dû annuler sa sortie avec son mari. Nous pensions que c'était peut-être un malentendu. C'était fascinant de voir comment mon simple refus était interprété comme un problème nécessitant une explication ou une correction. Il n'y a eu aucun malentendu, lui ai-je dit. J'ai aussi une vie sociale et des projets personnels. Simone avait plusieurs jours pour organiser une garde si elle avait vraiment besoin de sortir. Chloé est restée silencieuse un moment, ne s'attendant clairement pas à ce que je défende ma décision si directement. Eh bien, je voulais juste m'assurer que tout allait bien, a-t-elle finalement dit. Tout va parfaitement bien, Chloé. Merci de demander. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que j'avais établi un précédent important. Mes décisions personnelles ne nécessitaient pas de justification détaillée, ni d'excuses à la famille. Cet après-midi-là, en faisant ma valise pour mon voyage en Provence, qui commencerait le lendemain, j'ai réfléchi aux changements profonds qui s'étaient reproduits en moi au cours de ces 3 semaines. Il n'y avait eu aucune confrontation dramatique ni discussion émotionnelle sur mes sentiments blessés. J'avais simplement commencé à agir comme la personne indépendante que j'avais toujours eu le droit d'être, mais que j'avais oublié comment être. Tôt le lundi matin, alors que j'attendais le train à la gare, j'ai reçu un SMS d'Étienne. « Maman, Chloé m'a dit que tu partais en voyage. Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus plus tôt? Quand reviens-tu » C'était intéressant de voir comment un voyage personnel d'1 semaine était traité comme s'il s'agissait d'une décision nécessitant une approbation familiale préalable. J'ai répondu depuis le train. « Mon fils, je suis une adulte de 67 ans. Je n'ai pas besoin de demander la permission pour rendre visite à ma sœur. Je reviendrai quand ma visite sera terminée. Je vous embrasse. » C'était un message qui établissait des limites claires mais affectueuses. Je pouvais aimer ma famille sans être obligée de rendre compte de chaque mouvement de ma vie personnelle. Pendant les 4 heures de trajet vers Avignon, je me suis consacrée à regarder le paysage et à réfléchir à la femme que j'étais il y a 3 semaines, par rapport à la femme que j'étais maintenant. La principale différence n'était pas que j'avais cessé d'aimer Étienne, mais que j'avais cessé d'utiliser son approbation comme seule mesure de ma propre valeur. Son bonheur était toujours important pour moi, mais il n'était plus important que mon propre bonheur. Maëlle m'a accueillie dans sa maison près d'Avignon, avec une joie sincère que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Ma sœur, je suis si contente que… » « Tu es enfin décidée de venir. Tu as l'air différente, plus détendue, ou quelque chose comme ça. » Son observation confirmait que les changements internes se reflétaient extérieurement d'une manière que je n'avais pas pleinement remarquée moi-même. Lors de ma première nuit en Provence, en dînant sur sa terrasse et en discutant de nos frères et sœurs décédés, de nos souvenirs de jeunesse et de nos projets pour les années qu'il nous restait à vivre, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Cela faisait des années que je n'avais pas eu une conversation où Étienne ou ses besoins n'étaient pas mentionnés.
Pour la première fois depuis des décennies, j'étais simplement Hélène, parlant avec sa sœur de sujets qui nous intéressaient toutes les deux en tant que femmes adultes indépendantes. Tu sais ce que Maëlle a dit après que je lui ai parlé de mes cours de broderie et de mes nouvelles amies? J'ai toujours pensé que tu étais trop dévouée à Étienne. Ce n'est pas mal d'être une bonne mère, mais tu avais complètement oublié d'être Hélène. Ces mots étaient directs, mais prononcés avec gentillesse, comme seule une sœur peut dire des vérités inconfortables. Tu as raison, ai-je admis, mais il n'est jamais trop tard pour se souvenir de qui on est, n'est-ce pas? Maëlle a souri. Pas du tout. En fait, je pense que les années 60 et 70 peuvent être les meilleures années d'une femme si elle se donne enfin la permission de vivre pour elle-même. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis de la maison de Maëlle, je me suis couchée avec un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pour la première fois depuis des décennies, je ne m'inquiétais pas de savoir si Étienne avait besoin de moi pour quelque chose, si j'avais laissé tout organiser à la maison, ou si mon absence causait des désagréments familiaux. Je profitais simplement d'être dans un nouvel endroit avec ma chère sœur, vivant une expérience que j'avais choisie uniquement parce qu'elle me rendait heureuse. Les 5 jours suivants en Provence furent une révélation continue. Maëlle m'a emmené voir des ateliers d'indiennes de Provence, ces tissus traditionnels imprimés, où des artistes de notre âge avaient commencé leur carrière après 60 ans. Nous avons visité des églises romanes, où je me suis arrêtée pour admirer des broderies anciennes, sans me presser et sans avoir à regarder l'heure. Nous sommes allés au marché artisanal, où j'ai acheté du matériel pour des projets personnels, sans me demander si la dépense était justifiable. Mais le plus important, c'est que pendant ces jours, j'ai redécouvert des aspects de ma personnalité qui étaient en sommeil depuis des décennies. Il s'est avéré que j'avais des opinions très définies sur l'art, que j'aimais débattre de l'histoire de France, que j'appréciais profondément de me promener dans des rues inconnues sans destination. Précise. C'était comme renouer avec une version de moi-même qui avait existé avant que toute mon identité ne soit définie en termes de mon rôle maternel. Le mercredi de mon séjour en Provence, j'ai reçu un appel d'Étienne qui a révélé à quel point mes changements affectaient la dynamique familiale établie. « Maman, quand reviens-tu exactement? Chloé veut organiser un dîner de famille pour le week-end, et nous devons savoir si tu seras disponible. » Étienne, ai-je dit en admirant le palais des papes depuis la terrasse de Maëlle. Je ne sais pas exactement quand je rentrerai. Je suis très bien ici avec ma sœur. Comment ça, tu ne sais pas? Tu n'as pas acheté de billet de retour? J'ai acheté un billet ouvert pour pouvoir rentrer quand j'en aurai envie. Le silence à l'autre bout du fil indiquait qu'Étienne traitait quelque chose de complètement nouveau. Une mère qui n'avait pas de plan fixe, basé sur les besoins de la famille, mais qui vivait spontanément selon ses propres désirs. Mais maman, Chloé a déjà commencé à planifier le dîner. Elle invite ses parents et elle voulait que tu sois là. C'était fascinant de voir comment le dîner était présenté comme une faveur qu'ils me faisaient, alors qu'en réalité, ils avaient besoin de ma présence pour compléter leur image d'une famille harmonieuse. « Dis à Chloé d'organiser son dîner sans compter sur moi ?» ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise. « Si je suis de retour ce jour-là et que je n'ai pas d'autres projets, je me joindrai à vous avec plaisir. Mais elle ne doit pas baser ses plans sur ma disponibilité, car je n'ai pas de date de retour fixe. » Après avoir raccroché, Maëlle m'a regardée avec un sourire fier. « Voilà ma sœur. Il était temps que tu leur apprennes que tu as aussi une vie propre. » Ces mots ont confirmé que j'étais sur la bonne voie vers une saine indépendance émotionnelle. Le vendredi, j'ai décidé de prolonger ma visite d'une semaine supplémentaire, non pas parce que j'avais des projets spécifiques, mais parce que je n'avais tout simplement pas encore envie de rentrer. J'ai appelé Étienne pour l'informer de ma décision. « Mon fils, je vais rester en Provence une semaine de plus. Maëlle va m'emmener voir Arles et quelques villages de la région. » « Une autre semaine, maman ?»
Tu es déjà là depuis presque une semaine? Son ton révélait un mélange de surprise et quelque chose qui ressemblait à de l'impatience. Oui, et je vais rester une semaine de plus parce que j'apprécie vraiment cette expérience. Ma maison sera toujours là quand je rentrerai, Étienne. Et mes affaires aussi. C'était la première fois de ma vie d'adulte que je prenais des décisions basées uniquement sur ce que j'avais envie de faire, sans considérer comment cela affecterait les autres ou si c'était ce qu'on attendait de moi. La sensation était terrifiante et libératrice à la fois, comme réapprendre à marcher après des années d'utilisation de béquilles émotionnelles. Ce soir-là, pendant que Maëlle et moi planifions notre excursion à Arles, j'ai reçu un message de Chloé qui révélait le véritable niveau de ma transformation. Belle maman, nous comprenons que vous voulez profiter de votre voyage, mais Étienne s'inquiète car vous n'avez jamais été absente de la maison aussi longtemps. Nous voulons juste nous assurer que vous allez bien. J'ai répondu, Chloé, je vais parfaitement bien. Je suis en vacances avec ma sœur, quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Étienne n'a pas besoin de s'inquiéter pour une femme adulte qui rend visite à sa famille dans une autre région. C'était un message qui établissait clairement que mon bien-être ne nécessitait pas une supervision familiale constante. À la fin de ma 2e semaine en Provence, alors que je faisais ma valise pour rentrer chez moi parce que j'avais décidé qu'il était temps de rentrer, et non parce que quelqu'un me l'avait demandé, j'ai réfléchi à la transformation profonde qui s'était produite pendant ce temps. Il n'y avait pas eu de révolution dramatique avec des confrontations émotionnelles, mais une évolution silencieuse vers une indépendance émotionnelle complète. Pendant le voyage de retour à Lyon, j'ai observé mon reflet dans la vitre du train et j'ai vu une femme différente de celle qui était partie 2 semaines plus tôt. C'était la même Hélène physiquement, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, une sérénité qui venait du fait d'avoir redécouvert sa propre valeur indépendamment de sa fonction de mère. Quand je suis arrivée chez moi cet après-midi-là, j'ai trouvé plusieurs messages sur mon répondeur d'Étienne, me demandant à quelle heure j'arriverais, si j'avais besoin qu'on vienne me chercher à la gare et si tout allait bien. Mais pour la première fois, je n'ai pas ressenti l'urgence d'appeler immédiatement pour rassurer tout le monde sur mon bien-être. D'abord, j'ai pris un bain relaxant, j'ai défait ma valise calmement et je me suis préparé un dîner léger. C'est seulement alors, quand j'étais prête et à l'aise, que j'ai appelé Étienne. Mon fils, je suis à la maison. Tout s'est très bien passé. Je te raconterai le voyage demain. Maman, nous étions inquiets. Pourquoi n'as-tu pas appelé dès que tu es arrivée? Étienne, je suis une adulte responsable. Je n'ai pas besoin de rendre compte de chaque mouvement de ma vie. À bientôt. Cette nuit-là, dans ma maison réorganisée pour mon confort personnel, je me suis couchée avec la satisfaction profonde de quelqu'un qui avait accompli quelque chose de très difficile. Transformer une dynamique familiale toxique sans avoir besoin de confrontations dramatiques ou de ruptures explosives. J'avais reconquis mon autonomie émotionnelle simplement en l'exerçant jour après jour, décision après décision. Le changement le plus significatif n'était pas dans la façon dont Étienne et Chloé me traitaient, bien que cela se soit aussi considérablement amélioré. Le changement le plus important était dans la façon dont je me voyais. Je n'avais plus besoin de leur approbation pour valider mon existence. Je ne mesurais plus ma valeur à mon utilité pour eux. Je ne vivais plus en attendant qu'ils m'incluent dans leur vie. J'avais maintenant ma propre vie, riche et satisfaisante, à laquelle ils pouvaient participer s'ils le voulaient et s'ils me respectaient de manière appropriée. 2 mois après cette conversation transformatrice, alors que je travaillais sur une pièce de broderie complexe dans mon atelier personnel, le téléphone a sonné. C'était Étienne. « Maman, as-tu des projets pour dimanche? Chloé et moi voulons faire quelque chose de spécial avec toi. » « Quel genre de quelque chose de spécial? » ai-je demandé, sincèrement curieuse.
Nous voulons t'emmener visiter un atelier d'artistes qu'on nous a recommandé. Nous avons pensé que tu aimerais voir comment il travaille, car il est spécialisé dans l'art textile traditionnel provençal. C'était une invitation basée sur mes intérêts personnels et non sur leurs besoins familiaux. J'adore l'idée, ai-je dit. À quelle heure viendrez-vous me chercher? Est-ce que 10 heures du matin te convient? Parfait. Je vous attendrai. C'était une conversation simple mais révolutionnaire, une invitation qui m'incluait parce qu'ils voulaient spécifiquement ma compagnie, et non parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de moi. Ce dimanche-là, alors que nous nous promenions dans l'atelier de l'artiste textile et que j'expliquais des techniques que je reconnaissais de mes années d'expérience en couture, j'ai vu quelque chose dans les yeux d'Étienne et de Chloé qui était absent depuis des années. Un respect sincère pour mes connaissances et mon expérience. Je n'étais plus seulement la maman avec des histoires du passé. J'étais Hélène, une femme avec une expertise précieuse et une perspective unique. L'artiste, un homme d'une 50aine d'années nommé Arthur, m'a posé des questions techniques sur la broderie traditionnelle auxquelles j'ai pu répondre avec détail et précision. Étienne et Chloé m'observaient avec quelque chose qui ressemblait à de la surprise, comme s'ils redécouvraient des aspects de ma personnalité qu'ils avaient tenus pour acquis ou ignorés pendant des années. « Je ne savais pas que tu en savais autant sur l'histoire du textile », a dit Chloé alors que nous rentrions en voiture. « Il ne m'est jamais venu à l'idée de demander », a ajouté Étienne. « C'est impressionnant de voir comment tu peux identifier les techniques et les régions d'origine juste en regardant les motifs. Leurs commentaires m'ont fait réfléchir à la quantité de connaissances et d'expériences que j'avais gardées silencieuses pendant des années. Non pas parce que je ne voulais pas les partager, mais parce qu'il n'y avait jamais eu de place dans nos conversations familiales pour que je sois l'experte, celle qui avait quelque chose d'intéressant à enseigner. Cet après-midi-là, après qu'ils m'eurent déposé chez moi, je me suis assise dans mon fauteuil à bascule préféré et j'ai mentalement revécu le chemin que j'avais parcouru depuis cette nuit de mariage, où j'avais entendu Chloé se réjouir de mon absence. La femme qui avait été blessée par ses commentaires n'existait plus. À sa place se trouvait une femme qui connaissait sa propre valeur, qui avait construit une vie riche et indépendante, et qui avait appris à sa famille à la respecter, non par pitié ou par obligation, mais par une reconnaissance sincère de qui elle était en tant que personne. Le téléphone a sonné, interrompant mes réflexions. C'était mon amie Gloria de l'atelier de broderie. « Hélène, quels sont tes projets pour demain ? Olivia veut que nous allions avec elle voir une exposition d'art populaire au Centre culturel municipal. » J'adore l'idée, ai-je répondu immédiatement. À quelle heure nous retrouvons-nous? En discutant avec Gloria de nos projets, j'ai réalisé quelque chose qui m'a rempli d'une profonde satisfaction. J'avais une vie sociale active qui ne dépendait pas d'Étienne et de Chloé. J'avais des projets personnels qui m'enthousiasmaient. J'avais des amis qui apprécièrent ma compagnie indépendamment de ce que je pouvais faire pour elles. Je n'étais plus une femme qui existait en marge de la vie de son fils. J'étais une femme avec une vie propre qui incluait généreusement sa famille lorsque le respect était mutuel. La leçon finale n'était pas que j'avais cessé d'aimer Étienne ou que j'avais coupé mes liens familiaux. La leçon était que j'avais appris à m'aimer avec la même intensité avec laquelle j'avais aimé les autres pendant des décennies. Et cet amour de soi avait transformé toutes mes relations, pas seulement familiales, les rendant plus authentiques, plus équilibrées et, paradoxalement, plus aimantes. Ce soir-là, en préparant mes vêtements pour le lendemain, qui comprenait une sortie culturelle avec mes amis et un dîner auquel Étienne et Chloé m'avaient invité une semaine à l'avance, j'ai souri en pensant à la femme que j'avais été et à la femme que j'étais maintenant. Toutes deux avaient aimé profondément, mais une seule avait appris que le véritable amour commence par soi-même et s'étend vers les autres,
depuis un lieu de plénitude, et non depuis un vide qui a besoin d'être comblé par l'approbation extérieure. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette conversation transformatrice avec Étienne. Alors que j'arrosais mes géraniums dans le petit jardin que j'avais entièrement réaménagé à mon goût, je réfléchissais à la femme sereine que j'étais devenue. C'était une matinée d'octobre parfaite à Vol-en-Velin, avec cette lumière dorée qui rend tout possible. Et pour la première fois depuis des décennies, je me sentais complètement en paix avec la direction que ma vie avait prise. Ma routine matinale avait évolué vers quelque chose que je n'aurais jamais imaginé à 67 ans. Je me levais à 6h30, non pas parce que je devais préparer le petit déjeuner pour quelqu'un d'autre ou être prête au cas où on aurait besoin de moi tôt, mais parce que j'avais découvert que les premières heures de la journée étaient mon moment le plus créatif et le plus paisible. Je préparais mon café dans ma nouvelle cafetière, un autre caprice personnel que je m'étais offert. Je m'asseyais sur la terrasse que j'avais décorée de plantes et d'un fauteuil confortable, et je passais 1 heure entière à simplement exister, sans agenda précis. Pendant ces moments silencieux, je regardais la lumière changer sur les feuilles de mes plantes. J'écoutais les bruits du quartier qui s'éveillaient progressivement, et je laissais mes pensées vagabonder sans direction particulière. C'était un luxe que je ne m'étais pas accordé depuis 30 ans. Le luxe de ne pas organiser mentalement les tâches de la journée en fonction des besoins des autres, mais simplement de respirer et d'être présente dans ma propre vie. Après le café, je me rendais dans mon atelier de couture que j'avais transformé en un véritable espace personnel. Les murs étaient décorés de mes pièces de broderie préférées, non pas parce qu'elles étaient des cadeaux pour quelqu'un, mais parce que j'aimais voir mon travail bien exposé. La grande table que j'avais achetée me permettait d'étaler des projets complexes sans avoir à tout ranger constamment pour faire de la place pour d'autres activités familiales. C'était mon espace, organisé selon mon confort et mes besoins créatifs. Ce matin-là, je travaillais sur une grande tapisserie que j'avais moi-même conçue, inspirée de motifs traditionnels, mais avec mon interprétation personnelle des couleurs et des formes. C'était un projet qui me prendrait des mois à terminer. Mais c'était précisément sa beauté. C'était quelque chose que je faisais uniquement pour mon propre plaisir, sans date limite, sans pression extérieure, sans avoir besoin de justifier le temps ou le matériel investi. En brodant, mon esprit revenait fréquemment à la transformation que j'avais subie. Pas seulement dans ma relation avec Étienne et Chloé, mais dans ma relation avec moi-même. La femme qui avait entendu ces commentaires cruels au mariage n'existait plus. À sa place se trouvait une femme qui connaissait sa valeur intrinsèque, qui avait appris à fixer des limites sans culpabilité et qui avait découvert des talents et des passions qui étaient en sommeil depuis des décennies. Le changement le plus profond n'était pas visible de l'extérieur, mais résidait dans le silence intérieur que j'avais réussi à cultiver. Pendant des années, mon esprit avait été un murmure constant d'inquiétude à propos d'Étienne. Avait-il bien mangé? Avait-il besoin de quelque chose? Était-il contrarié par moi pour quelque chose? Que pouvais-je faire pour m'assurer qu'il continue à avoir besoin de moi? Maintenant, ce murmure avait été remplacé par une profonde sérénité qui me permettait de penser à lui avec amour, mais sans anxiété, de me soucier de son bien-être sans sentir que je devais résoudre tous ses problèmes. À 10 heures du matin, comme je le faisais depuis 3 mois, je me suis préparée pour ma promenade quotidienne dans les sentiers du parc de la Tête d'Or. C'était une activité que j'avais commencée sur la recommandation d'un médecin pour maintenir ma santé physique, mais qui était devenue l'un de mes moments préférés de la journée. Pendant ces 40 minutes de marche, je contemplais la nature, je saluais d'autres voisins qui faisaient aussi de l'exercice et je profitais simplement du mouvement de mon corps dans l'espace. Sur l'un des bancs du parc, j'ai rencontré Béatrice, la femme de 73 ans, récemment veuve, qui traversait le processus que j'avais vécu des mois auparavant.
redécouvrir qui elle était lorsqu'elle n'était pas définie uniquement par ses rôles familiaux traditionnels. « Bonjour, Hélène » me salua-t-elle, avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Comment allez-vous »« Très bien, Béatrice. Et comment ça se passe chez vous » Je savais que ses enfants la pressaient de déménager dans un appartement plus petit et de vendre la maison où elle avait vécu pendant 40 ans. « Eh bien, on gère » soupira-t-elle. « Mes enfants insistent sur le fait que la maison est trop grande pour moi toute seule, que c'est trop de travail à entretenir. Mais cette maison contient toute mon histoire. Vous savez, je ne sais pas si je suis prête à la quitter. » Ces mots m'ont vivement rappelé mes propres luttes internes lorsque j'apprenais à faire la différence entre ce que je voulais vraiment et ce que les autres pensaient que je devais vouloir. « Béatrice, » ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle sur le banc, « que voulez-vous faire, vous ? Pas ce que vos enfants pensent être le mieux, pas ce qui est le plus pratique selon les autres, mais ce que vous désirez vraiment dans votre cœur. » Elle m'a regardée avec surprise, comme si c'était la première fois que quelqu'un lui posait spécifiquement la question de ses propres désirs. « Eh bien, j'aimerais rester dans ma maison, » admit-elle timidement. « J'aime mon jardin, je connais tous mes voisins. J'ai ma routine bien établie, mais mes enfants disent que je suis têtue, que je n'accepte pas que les choses doivent changer. » C'était la même dynamique que j'avais vécue, des enfants adultes qui confondèrent le soin sincère avec le contrôle des décisions de leur mère. « Et pouvez-vous entretenir la maison financièrement ? Vous sentez-vous en sécurité en vivant seul ?» lui ai-je demandé, en abordant les vraies questions pratiques au lieu des questions émotionnelles. « Oui aux 2 questions, » a-t-elle répondu immédiatement. « J'ai ma pension, la maison est payée, et je me sens parfaitement en sécurité. C'est juste que mes enfants pensent qu'une femme de mon âge ne devrait pas vivre seule dans une grande maison. » Je lui ai souri avec compréhension. « Béatrice, vous êtes une adulte compétente qui a le droit de prendre ses propres décisions tant que vous êtes en mesure de le faire. Si vous voulez rester dans votre maison et que vous le pouvez, c'est votre décision, pas celle de vos enfants. » Elle a vu quelque chose dans mes yeux qui l'a rassurée. « Vous pensez vraiment que c'est acceptable que je dise non à mes enfants quand ils insistent pour que je déménage ? » Je pense que c'est acceptable que vous viviez votre vie selon vos propres souhaits et besoins, ai-je répondu. Les enfants oublient parfois que leurs mères sont toujours des personnes indépendantes, avec le droit de prendre des décisions, même lorsque ces décisions ne sont pas celles qu'ils prendraient. Nous avons parlé pendant 20 minutes de plus, et lorsque nous nous sommes dit au revoir, Béatrice avait une expression plus déterminée, comme si elle s'était souvenue de quelque chose d'important sur sa propre valeur et son autonomie. Cette conversation m'a fait réfléchir au nombre de femmes de ma génération qui luttaient avec des dynamiques familiales similaires et comment ma propre transformation m'avait transformée en une sorte de modèle involontaire pour d'autres qui cherchaient leur chemin vers l'indépendance émotionnelle tardive. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un message sur mon répondeur de ma sœur Maëlle. « Hélène, j'appelle juste pour prendre des nouvelles et te dire que ma voisine Rosalie vit quelque chose de très similaire à ce que tu as vécu avec Étienne. Je lui ai raconté ton histoire et elle veut savoir si elle peut t'appeler pour en parler. Elle dit qu'elle a besoin d'entendre quelqu'un qui a réussi à changer cette dynamique sans perdre la famille. » C'était intéressant de voir comment mon expérience personnelle était devenue une source d'inspiration pour d'autres femmes dans des situations similaires. Au cours des derniers mois, j'avais reçu plusieurs appels d'amis de Maëlle, de connaissances de mon cours de broderie, et même de voisines qui avaient entendu parler de ma transformation et voulaient des conseils sur la façon de fixer des limites saines avec des enfants adultes. J'ai rappelé Maëlle immédiatement. « Ma sœur, bien sûr, Rosalie peut m'appeler. Tu sais, je serais heureuse d'aider d'autres femmes qui traversent cela. »« Oh, Hélène !» dit Maëlle affectueusement. « Tu ne sais pas quel changement impressionnant tu as fait.
Je t'écoute, et tu sembles être une personne différente, plus sûre de toi, plus paisible. C'est comme si tu avais trouvé ta place dans le monde. » Ces mots m'ont ému car ils capturaient exactement ce que je ressentais. J'avais trouvé ma place dans le monde, non pas comme un appendice à la vie d'Étienne, mais comme Hélène Périol, une femme complète avec ses propres intérêts, talents, relations et projets. Cet après-midi-là, j'avais mon cours de broderie avancée hebdomadaire au Centre d'art, où j'avais tellement progressé que l'enseignante, Carmen, m'avait demandé d'aider à enseigner quelques techniques de base aux nouvelles élèves. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un me voyait comme une experte en quelque chose, comme quelqu'un dont les connaissances étaient précieuses et dignes d'être transmises. Pendant le cours, j'ai travaillé avec Norma, une femme de 45 ans qui avait commencé la broderie comme thérapie après un divorce difficile. « Hélène, » dit-elle, alors que je lui montrais comment faire un point particulièrement complexe, « vous avez une patience incroyable pour enseigner. On voit que vous aimez vraiment partager ce que vous savez. » Ces mots m'ont rempli de satisfaction, car ils confirmaient quelque chose que j'avais découvert sur moi-même. J'avais un talent naturel pour l'enseignement, et je trouvais une grande joie à aider les autres à développer leurs compétences. L'enseignante, Carmen, s'est approchée pendant que j'expliquais la technique. « Hélène, j'ai pensé à quelque chose. Serais-tu intéressée par l'animation d'un atelier le samedi matin pour les dames qui veulent apprendre la broderie traditionnelle française? Nous avons beaucoup de demandes, mais nous avons besoin de quelqu'un avec ton expérience et ta patience. » C'était une proposition qui m'a profondément excitée. La possibilité de transformer ma passion en une activité formelle qui profitait aux autres et me donnait un sentiment de but professionnel à 67 ans. « J'adore l'idée, » ai-je répondu immédiatement. « Quand pourrions-nous commencer? » « Dans 2 semaines, si ça te convient. » Ce serait un atelier de 6 séances, et bien sûr, nous te paierions pour ton temps. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un m'offrait de l'argent pour faire quelque chose que j'aimais sincèrement. Non pas par nécessité économique, mais en reconnaissance de la valeur de mes compétences. Ce soir-là, en dînant tranquillement dans ma cuisine réorganisée et en pensant à la proposition d'enseignement, le téléphone a sonné. C'était Étienne. « Salut maman. Comment vas-tu? Est-ce que je te dérange? » Sa façon de demander avait considérablement changé ces derniers mois. Maintenant, il reconnaissait que je pouvais avoir des activités ou des engagements qui ne tournaient pas autour de sa disponibilité. « Tu ne me déranges pas, mon fils. Je viens de finir de dîner. Comment allez-vous, toi et Chloé? » « Très bien, maman. En fait, c'est pour ça que j'appelais. Chloé veut t'inviter à un dîner spécial vendredi. C'est notre anniversaire de 6 mois de mariage, et nous voulons le célébrer avec toi. » C'était le type d'invitation que j'avais appris à attendre, planifiée à l'avance, basée sur l'inclusion de ma présence comme quelque chose de désiré et non d'assumé. « C'est adorable, mon fils. Je suis si heureuse que vous vouliez célébrer avec moi. À quelle heure serait-ce? Est-ce que 19 heures te convient? Nous pensions aller dans un nouveau restaurant que tu aimeras. Il est spécialisé dans la nouvelle cuisine lyonnaise. » La description du restaurant montrait qu'ils avaient tenu compte de mes goûts en faisant les plans, et pas seulement des leurs. « Parfait. J'y serai, » ai-je confirmé. « Maman, » ajouta Étienne avec une note d'affection sincère dans sa voix. Chloé et moi parlions de la fierté que nous ressentons en voyant tout ce que tu accomplis. Tes cours, tes projets, tes nouveaux amis. Tu as l'air si heureuse ces derniers temps. Ces mots m'ont émue, car ils montraient un niveau d'observation et d'appréciation que je n'avais pas connu auparavant. Merci, mon fils. Je suis très heureuse. J'ai vraiment découvert des aspects de moi-même que je ne connaissais pas. Et ça se voit? A-t-il dit. Chloé commente toujours à quel point il est intéressant de parler avec toi, maintenant que nous parlons de tes projets, et pas seulement de nous.
C'était une observation pertinente qui confirmait que la dynamique de nos conversations avait fondamentalement changé. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon salon réorganisé et j'ai laissé un profond sentiment de gratitude m'envahir pour le chemin que j'avais parcouru. La femme qui avait été blessée par les commentaires de Chloé au mariage avait utilisé cette douleur comme un catalyseur pour une transformation qui avait enrichi non seulement sa propre vie, mais aussi ses relations familiales. Le dîner d'anniversaire du vendredi soir fut une révélation de l'ampleur du changement de notre dynamique familiale. Pour la première fois depuis des années, j'ai passé une soirée entière avec Étienne et Chloé où je me suis sentie vue, entendue et valorisée en tant que personne indépendante. Nous avons parlé du nouvel atelier que j'allais animer, des livres que je lisais et de mes projets de retourner en Provence et peut-être d'explorer d'autres villes. Chloé m'a spécifiquement interrogée sur les techniques de broderie que j'apprenais, montrant un intérêt technique sincère et non une simple courtoisie sociale. Étienne m'a demandé conseil sur la façon de décorer un mur de leur appartement, valorisant mon jugement esthétique après des années à le rejeter, comme étant démodé. C'était comme s'ils avaient enfin découvert qu'ils avaient une mère, avec sa propre personnalité, des connaissances précieuses et des perspectives intéressantes. Pendant le dessert, Chloé a fait un commentaire qui m'a surprise par sa profondeur. « Belle maman, j'ai beaucoup réfléchi à ma relation avec ma propre mère. J'ai réalisé que je faisais les mêmes erreurs avec elle que nous faisions avec vous. La tenir pour acquise, ne pas tenir compte de ses intérêts personnels, supposer qu'elle sera toujours disponible pour ce dont nous avons besoin. » C'était une observation qui montrait comment ma transformation avait généré des vagues de prise de conscience au-delà de notre relation immédiate. Étienne a ajouté « J'y ai pensé aussi. C'est facile de ne voir nos mères que comme des mères et non comme des femmes complètes avec leur propre vie. Je pense que c'est une erreur que beaucoup d'enfants font. » Ces mots indiquaient un niveau de conscience de soi qui me remplissait d'espoir pour l'avenir de nos relations familiales. À la fin de la soirée, quand Étienne m'a raccompagnée à ma voiture, il a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il m'a spécifiquement interrogée sur mon bien-être émotionnel, pas seulement sur ma santé physique. « Maman, es-tu heureuse des changements que tu as faits dans ta vie ?» C'était une question qui montrait un intérêt sincère pour mon état intérieur, pas seulement pour ma fonctionnalité en tant que mère disponible. « Très heureuse, mon fils, » ai-je répondu avec une honnêteté totale. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai l'impression de vivre ma propre vie et pas seulement d'exister en fonction des besoins des autres. Étienne a hoché la tête pensivement. « Je suis si content d'entendre ça, et j'ai très honte qu'il m'ait fallu si longtemps pour réaliser que tu méritais aussi d'avoir ta propre vie. » Ces mots étaient là comme un baume final pour des blessures qui avaient déjà guéri, mais dont je me souvenais encore. « Étienne, » ai-je dit en lui prenant la main. L'important n'est pas le temps qu'il nous a fallu pour apprendre, mais que nous l'ayons finalement fait. Maintenant, nous avons l'opportunité de construire une relation basée sur le respect mutuel et l'amour sincère, et non sur la dépendance ou la culpabilité. Cette nuit-là, après le départ d'Étienne, je me suis assise sur ma terrasse, sous les étoiles, et j'ai réfléchi à tout le parcours que j'avais vécu. De la douleur de me sentir invisible et sous-estimée, à la décision consciente de reprendre mon autonomie, à la construction d'une nouvelle identité indépendante, à la création de relations familiales plus authentiques et équilibrées. Le silence qui s'était installé dans ma vie n'était pas un silence vide ou rancunier, mais un silence plein de paix et de but. C'était le silence de quelqu'un qui avait appris à se valoriser indépendamment de l'approbation extérieure, qui avait construit une vie riche de sens personnel et qui avait transformé la douleur en sagesse et l'invisibilisation en autonomisation.
En regardant les étoiles depuis mon petit jardin, j'ai pensé à toutes les femmes, comme Béatrice, comme Rosalie, comme les élèves de mon futur atelier, qui étaient à un moment ou à un autre de leur propre voyage vers l'indépendance émotionnelle. Mon expérience était devenue quelque chose de plus grand que mon histoire personnelle. Elle était devenue un exemple qu'il n'est jamais trop tard pour redécouvrir qui l'on est quand on cesse de se définir uniquement par ce que l'on peut faire pour les autres. La réflexion finale de cette nuit parfaite fut une compréhension profonde qui me remplit de sérénité. J'avais appris que le véritable amour, y compris l'amour familial, s'épanouit le mieux lorsqu'il est basé sur le respect mutuel et l'autonomie individuelle, et non sur la dépendance ou le sacrifice. Étienne et Chloé m'aimaient plus authentiquement maintenant qu'ils me respectaient en tant que personne indépendante. Et je les aimais plus librement maintenant que je n'avais plus besoin de leur approbation pour valider mon existence. Parfois, le plus grand cadeau que nous puissions faire à ceux que nous aimons est de leur apprendre à nous aimer comme nous méritons d'être aimés, comme des personnes complètes, précieuses et indépendantes. Et parfois, le plus grand acte d'amour de soi est de se donner la permission d'être exactement qui nous sommes, sans excuse, sans justification, et sans le besoin constant de prouver notre valeur par le service aux autres.